Bonsoir à toutes et tous, bienvenue parmi nous pour cette nouvelle perm qui est animée par mes soins aujourd'hui. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette petite perm qui va durer 1 heure, un peu moins. Je serai accompagné donc de mes 3 camarades. Youssef. Enchanté, bonjour. Salut Youssef. Bonsoir tout le monde. Un nouveau. Oui. Un petit nouveau. Ravi de t'avoir parmi nous. Bien sûr, je fais mes débuts dans le militantisme. On espère que tu as des choses à dire. Je ne sais pas, j'espère peut-être. Je suis un peu ému et un peu intimidé parce que d'être en un lieu si prestigieux et dont j'ai tellement entendu parler, oui. vraiment. On attend beaucoup de toi. Moi aussi j'attends beaucoup de moi. Hein. Adèle, salut. Oui, ça va. Ça va ou quoi? Ouais, très bien. Je suis content d'être là avec vous et puis je suis content d'être avec Youssef. J'espère qu'il va pas être trop intimidé, qu'il va réussir à prendre la parole parce que des fois c'est difficile. Sur vous, surtout, hein, pour Essaye de m'aider. pas faire des phrases trop longues parce que Ouais. ça risque de Ouais, ouais, mais des fois c'est difficile effectivement. C'est difficile. Bon, c'est cool les gars. Ouais, je comprends. Et Ahmed, salut. Salut. Ça va? Du coup, ce soir, je vais essayer de pas faire des tunnels, etc. Parce que bon, Mais là, des, c'est à des- Gaza des comme petites ça, recrues, des nouvelles recrues, Il y a faudrait assez pas de tunnels à trop. Gaza comme ça, donc Exactement. les gens n'arrivent pas Ici, on en creuse, mais c'est pour la résistance. Ouais. On va essayer de respecter l'égalité des temps de parole dans un souci d'équité démocratique. J'ai 2-3 petits mots à passer avant qu'on parle de l'actu. Ouais. Le premier, c'est des remerciements, parce que vous devez voir qu'il y a des logos un peu partout. Je ne sais pas si on les voit à l'écran. Donc, il y a des logos qui ont été imprimés. Et pour cela, je tiens à remercier Loïc et Angélique. Ouais, Qui ça ont va procédé. procéder ici, hein, Alors, franchement. ouais, ça commence à devenir vraiment stylé. Ouais. Ouais. C'est- donc pourquoi Je dirais même que c'est basé. C'est eux qui ont fait les impressions. Ah, c'est eux qui ont fait Ouais, ça. franchement, c'est Ouais. bien. Donc merci à eux. C'est vraiment. merci, Je oui. sais pas s'ils nous Ouais, regardent, merci mais à vous. c'est très gentil. Donc il y a des jaunes, des bleus, des rouges. Ah, c'est la grande classe. Waouh, C'est la waouh, grande waouh, classe. waouh. Non, on sent qu'il y a une progression. Il y a du level là. Ça monte, ça monte. Ouais. Ça, c'est le premier remerciement que je voulais faire. Il y a un deuxième message que je voulais passer, c'est les dons. En fait, tout ce que vous voyez, tout ce qui se réalise dans le cadre de Parole d'honneur se finance, principalement par les dons. Il y a du bénévolat, mais il y a aussi des dons qui permettent d'acheter du matériel, de financer l'activité quotidienne. Donc, on ne peut que vous inviter à faire preuve de générosité et à aider autant que vous le pouvez pour que tout ceci continue, cet espace de libre expression continue à exister dans les meilleures conditions. Voilà, c'était les 2 petits mots de promotion avant de commencer. Il y a une actualité qui est très chargée en ce moment, pour changer, et on n'a pas beaucoup de temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des sujets par ordre décroissant d'importance, pour nous du moins, en faisant des choix. On va commencer forcément par le sujet qui nous occupe depuis 4 bons mois, à savoir l'actualité palestinienne. Il y a plein de trucs à dire. On va commencer par parler de ce qui se passe notamment en France. Parce qu'il se passe beaucoup de choses liées à ce qui peut être considéré comme étant de la répression, de personnalités qui, d'une manière ou d'une autre, s'expriment en faveur de la cause palestinienne. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers jours, et il y a notamment, peut-être qu'on va commencer par ça, le ciné-club de Tzedek, dont sans doute beaucoup d'entre vous ont entendu parler, qui a même fini par faire l'objet d'un article sur Le Monde aujourd'hui. Donc le ciné-club, autour du film Zone d'intérêt, la zone d'intérêt, qui traite dont le cadre c'est la Shoah, et qui raconte en gros la vie d'un manager finalement. Alors, L'équivalent d'un manager. Ouais, je vais te laisser la parole, mais en gros. Oui, c'est ça. Donc, Tzedek préparait une séance de ciné-club qui avait déjà été reportée, qui avait dû avoir lieu mardi dernier, qui avait été reportée à ce mardi demain. Et en l'occurrence, oui, le film qui devait être diffusé, c'est donc La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer, et qui est un film qui raconte en fait l'histoire de la famille du directeur du camp d'Auschwitz qui était logé à la. C'est Rudolf, c'est ça. Ouais. Qui devait. Rudolf Hess, il y a les deux. Hein. Là, c'est Rudolf Hess. Et donc c'était la famille qui vivait juste à côté du camp, derrière le mur. Et donc pour cette séance de ciné-club, ils avaient invité des personnalités pour faire un débat ou plutôt une discussion à la fin du film. Il y avait notamment Yoann Chapoutot, et c'était pas le seul. Je vais juste retrouver le nom de la personne qui devait l'accompagner, parce que c'était pour le coup 2 personnes qui sont chercheurs, qui sont dans les systèmes de recherche universitaires français, à Jérusalem aussi, et je crois ailleurs aussi pour la dame qui devait l'accompagner. Je suis désolé, j'ai plus le nom, je l'avais noté. Oui, c'est ça. C'est Sadia August Bernstein.
qui est spécialiste justement qui est prof de littérature notamment et qui est spécialiste un peu comme Yoann Chapoutot à ce niveau-là de la Shoah. Elle travaille aussi sur la Nakba et sur l'héritage, comment ces deux catastrophes influencent l'héritage des relations judéo-islamiques, judéo-arabes. Et malheureusement, ils ont dû annuler le ciné-club. Tzedek a dû annuler le ciné-club parce que Yoann Chapoutot a décommandé sa venue. Et donc Tzedek a publié un communiqué là, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques minutes, pour expliquer que malheureusement, ils ont été soumis à des pressions. Et que c'est regrettable que dans ce contexte, on empêche des paroles juives qui portent sur la Shoah, avec notamment des personnes différentes personnes qui ont cette catastrophe et qui se rendent compte que depuis 2 mois, ça ne fait pas le premier événement qui ne peut pas avoir lieu, ça fait 2-3 fois, et qu'on commence effectivement à comprendre que c'est de la censure et que c'est politique. Sachant que ce ciné-club était déjà une reprogrammation d'un événement qui devait avoir lieu au Majestic à Bastille, qui avait annulé. Et la semaine dernière, c'était le diffuseur qui avait annulé. Là, c'était pas le cas. C'était les invités qui, notamment Yoann Chapoutot, qui apparemment a reçu des pressions et qui s'est décommandé. Et ensuite, en fait, à cause de l'absence de Yoann Chapoutot, c'est le cinéma qui ne voulait pas maintenir la partie discussion du ciné-club, qui voulait juste diffuser le film comme un film normal, sans pouvoir laisser la parole à Tzedek et à leurs invités derrière. Et est-ce que Yoann Chapoutot explique qui a fait pression ? Je suis pas sûr. Enfin, je crois que lui ne le dit pas exactement. Je sais que Tzedek en parle, mais je préfère les laisser eux-mêmes parler de ça. Ok. Youssef, qu'est-ce que ça dit de l'ambiance Ça dit beaucoup de choses, parce que c'est pas le seul événement. Aujourd'hui, la France vit vraiment dans une situation de terrorisme intellectuel, même carrément de terrorisme politique, qui vise à écraser toute parole qui serait critique sur l'action génocidaire d'Israël d'une façon générale à Gaza, mais simplement qui serait aussi critique du sionisme en tant que tel, cette idéologie raciste. Alors, en ce qui concerne là, en l'occurrence, c'était même pas le cas, puisqu'il s'agissait, alors c'est ça qui est absolument incroyable, c'est qu'il s'agissait effectivement d'une séance qui était consacrée aux mémoires de Rudolf Höss. Et alors, c'est intéressant parce que ces mémoires, moi j'avais lu ça il y a très très longtemps, parce que un des écrivains français qui le premier s'était intéressé à cela, c'est Robert Merle, et qui avait écrit un bouquin qui m'avait marqué dans ma jeunesse, qui s'appelle La mort est mon métier. La mort est mon métier, et qui était donc le récit de ce Rudolf Höss, qui était le directeur de ce camp d'extermination d'Auschwitz, et qui vivait une vie tout à fait paisible à proximité du camp d'extermination, que c'était un bon papa. Le soir, il rentrait, il dépliait son journal en écoutant la radio avec les gamins qui jouaient à ses pieds et tout. Comment toute une vie normale. Et ça allait tout à fait dans le sens de ce que dit Hannah Arendt, vous savez, sur la banalité du mal, hein, et tout ce qu'elle a pu dire sur justement la banalité du mal. Et ça rejoint un petit peu un autre film qui a été fait, si je peux me permettre, par Eyal Sivan et Ronnie Broman, dans les années 2000, et qui est le professionnel, hein, justement qui reprend sur le procès Eichmann, et qui reprend donc un petit peu les thèses de Hannah Arendt sur effectivement cette banalité du mal. Alors c'est très intéressant parce que donc ce débat est très intéressant, justement de montrer qu'est-ce que ça peut être quelqu'un qui de façon professionnelle extermine des populations comme cela, et ça montre bien à quelles extrémités certains peuvent être amenés, hein, et surtout l'indifférence avec laquelle on peut tuer. C'est-à-dire que ça va un petit peu à contrario, vous savez, d'une certaine thèse qui dit que Auschwitz est indicible. Et entre autres, c'est la thèse de Lanzmann, hein, dans Shoah, qui dit qu'on ne peut pas dire... et justement, à contrario de cela, Hannah Arendt, et puis les gens qui s'appuyaient là-dessus, disent, si, malheureusement, le mal est banal. Le mal est banal. Et c'était qui Eichmann? C'était un fonctionnaire qui lui demande d'exterminer. Voilà, c'est son boulot. Et il le fait consciencieusement. Voilà, sans état d'âme. Alors c'est assez intéressant ça de voir, ça en dit beaucoup. Et donc le débat aurait pu être vraiment, vraiment intéressant. Alors c'est absolument incroyable qu'aujourd'hui, hein, on censure un tel débat, mais il y a autre chose, c'est qu'en fait on censure ce débat parce qu'il y avait Tzedek, et parce que Tzedek aujourd'hui est persécuté,
hein, nos amis de Tzedek, il faut le dire, c'est un groupe, on va dire, dissidents, ce sont vraiment des vrais dissidents au sens politique, hein, et ce groupe donc de jeunes juifs qui s'opposent entre autres eh bien, à une parole sioniste, hein, eh bien, est réellement persécuté, poursuivi, et à chaque fois qu'ils veulent intervenir, il y a eu d'autres événements auxquels ils voulaient participer. Oui, il y a eu la venue de Judith Butler. Alors, il y a eu la venue de Judith Butler, mais même d'autres événements où c'était Tzedek directement qui était. Je crois qu'il y avait quelque chose qui était prévu aussi. Je ne sais plus où Tzedek devait intervenir et aussi pareil, ça a été supprimé sur pression de certains groupes qu'on ne citera pas parce qu'ils n'en valent même pas la peine, mais de certains groupes sionistes en tout cas, hein, qui se disent militants. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire. La France, voilà ce qu'elle vit. Alors, indépendamment de cela, il y a beaucoup d'autres affaires actuellement, mais je ne voudrais pas monopoliser la parole. Tu fais le lien parce mais le lien est à faire avec... Il y a quelqu'un qui demande dans le chat, c'est quoi la différence entre Tzedek et l'UJFP? En fait, Tzedek, c'est un peu l'héritage intellectuel de l'UJFP, qui avait déjà fait un travail, l'Union juive française pour la paix, qui avait déjà fait un travail sur l'antisionisme et sur l'histoire juive de l'antisionisme. Et Tzedek, c'est un peu le... C'est ça, c'est l'UJFP qui est à l'origine. Ouais, oui. C'est ça. Et donc, Tzedek, c'est, disons, en termes notamment générationnels, un peu leurs héritiers. Voilà. Oui, tout à fait raison. On peut dire qu'il y a eu l'UJFP, ce formidable groupe militant qui a toujours répondu présent tout au long des années 2000 à nos jours, hein, qui ont été de grands de grands compagnons de route, et nous avons été aussi ces compagnons de route. Hein. L'UJFP, on a toujours pu compter sur l'UJFP pour toutes les actions de lutte, pas uniquement pour la Palestine, hein, mais contre le racisme, contre l'islamophobie. Et ils ont toujours, et ça, il faut vraiment reconnaître cela, c'est un des rares groupes français qui a tenu la route tout le temps. Hein. Et puis ensuite, on peut dire que le Tzedek est un peu né de l'UJFP. Hein. Et des fois littéralement, parce que je crois qu'il y a des gens de Tzedek dont les parents étaient et il y a même des gens de Tzedek qui sont d'eux, qui sont à l'UJFP, qui sont à Tzedek. Hein. Ouais. Et donc, en tout cas, c'est vraiment formidable. C'est des gens qu'on salue et que ce sont nos camarades et nous avons des relations fraternelles avec eux. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres actuellement. Il y a vraiment une chape de plomb qui est en train de s'abattre sur ce pays et sur toute parole palestinienne. Et on ne compte plus les procès qui ont lieu actuellement. Hein, les procès, pas des procès en sorcellerie, mais presque, qui visent des militants, telle ou telle parole. Alors, je citerai par exemple Abdel Wahab de Montpellier, qui est poursuivi parce qu'après le 7 octobre, hein, eh bien, il a rendu hommage à la résistance palestinienne. Je voudrais dire également notre ami Yanis Arab, qui est historien, qui est chercheur, qui lui, a une de ses conférences qui est en plus une conférence qui devait se tenir dans un café. Hein, donc, c'était pas le Palais des Sports. Une conférence qui devait se tenir dans un café à Grenoble, hein, a été interdite par décision préfectorale. Alors, une conférence toute banale, c'est un historien, un jeune chercheur, un historien. Sa conférence a été interdite. Il a reprogrammé dans un autre café. Oui, parce que le premier café avait reçu des menaces. Donc, ça avait été... Et ensuite, eh bien, c'est carrément le préfet qui prend un arrêté d'interdiction. Non, mais c'est absolument hallucinant. C'est-à-dire qu'une réunion dans un café, hein, c'est même pas un établissement public ou quoi que ce soit, pour trouble à l'ordre public. Non, mais attendez, je pourrais citer des tas d'autres exemples comme cela. On a notre ami Adel qui est poursuivi par un maire aussi de Villiers-sur-Marne. On a Rima Hassan, évidemment, de l'Observatoire des camps de réfugiés, qui aujourd'hui s'est vu privé, enfin c'est carrément ça, c'est que Forbes, qui devait tenir une cérémonie d'attribution d'un prix annuel à 40 femmes, dont Rima Hassan, qui est une Palestinienne originaire d'Alep en Syrie, qui est née dans un camp de réfugiés, qui est donc apatride au sens mondial, hein, parce qu'il faut savoir que les réfugiés palestiniens sont apatrides grâce à l'existence d'Israël. Ils sont apatrides, ils n'ont plus de patrie, hein, ils ont des papiers de réfugiés, d'accord, de père en fils comme ça. Quand les gens se demandent mais pourquoi les camps les réfugiés existent, parce qu'ils sont apatrides, ils sont tout le temps apatrides. Et alors, l'OLP a l'interdiction de leur donner des passeports. Ah mais bien sûr. Ils n'ont pas le droit d'avoir des passeports. Bien sûr, les passeports de l'OLP ne sont pas reconnus en tant que tels. Hein. Il y a des sortes de documents de voyage, mais ils ne sont pas reconnus. Alors ce que je veux dire par là, c'est que Rima Hassan, qui est donc en France, hein, eh bien, elle se retrouve, interdite de cérémonie de Forbes. Donc Forbes annule carrément la cérémonie où elle devait intervenir avec 40 autres femmes, hein, sur pression.
sur pression. Alors, officiellement, c'est elle est controversée. Alors voilà. Alors qui dit qu'elle est controversée? C'est clair, c'est le CRIF. En fait, Arthur Et Arthur, entre autres, l'animateur l'a interpellé télé. publiquement sur les réseaux en l'accusant d'être antisémite, tout Mais simplement. bien sûr, c'est facile. C'est tellement facile. Ça commence comme ça. Voilà, aujourd'hui, il n'y a même pas besoin d'argumenter, il n'y a même pas besoin d'apporter des preuves, il n'y a même pas besoin de jugement, de procès ou quoi que ce soit. Il suffit qu'un monsieur Arthur dise que quelqu'un est antisémite, d'accord? Et aussitôt, il est antisémite. Et cette personne est privée de parole. C'est quoi ça? Si ça ne fait pas monter l'antisémitisme, cela, ça fait quoi? Mais bien évidemment, parce que ça tend à faire croire que tout juif est sioniste et soutient Israël. D'ailleurs, le parce que antisémitisme, il est en train de monter parce que l'interdiction de Sédèque, qu'est-ce que c'est que justement interdire une parole juive, et notamment une parole juive Bien sur la sûr. question du nazisme? bien sûr. Et je pense que là où Tzedek a fait très fort, et c'est pour ça qu'il y a eu l'interdiction et la pression, c'est parce que Tzedek, concrètement, ce qu'il visait, c'était la question. C'est un groupe antisioniste et qui allait parler du nazisme. Et donc le parallèle évident entre le sionisme et le nazisme allait se faire parce que le sionisme est une forme de fascisme comme le nazisme. Et c'est surtout ça qu'il ne voulait pas. Et du coup, là, ce qu'on voit, ce n'est non seulement une sionisation de la France actuellement avec la répression qui est en train de se monter, mais c'est aussi l'interdiction de paroles critiques sur le nazisme. Et là, on devient plus que dangereux parce que du coup, le sionisme, la protection du sionisme nourrit des projets nationalistes, fascistes, et dont le nazisme en France. Bien Et évidemment. là, c'est terrible. Bien sûr. Alors c'est d'autant plus terrible, on le répète, c'est d'autant plus terrible qu'on a affaire à des dirigeants israéliens qui sont clairement fascistes, d'accord, et qui ne s'en cachent même pas, je le répète, Netanyahou, dont le père était secrétaire de Jabotinsky, qui était un fervent admirateur du fascisme mussolinien, c'est quand même extraordinaire, et qui ont des méthodes absolument fascistes, bien évidemment, sans aucun problème. Et je pense que c'est relevé par tout le monde. Effectivement, Tzedek gêne, parce que Tzedek, eh bien, c'est un groupe qui est clairement qui lutte clairement contre l'antisémitisme, bien évidemment, mais qui lutte aussi pour les droits du peuple palestinien, qui ne se reconnaît pas dans le sionisme, et cela est absolument inadmissible et intolérable pour les tenants d'Israël. Et alors, ce qu'il y a de grave maintenant, c'est que, par contre, à l'inverse, on a des gens qui peuvent déclarer les pires. Qui peuvent faire les pires commentaires contre les Palestiniens, qui peuvent justifier les pires massacres qui ont lieu actuellement, qui peuvent non seulement les justifier, mais même jusqu'à l'Assemblée, à M. Meir Habib, qui s'en vante et qui prédit même que ça va continuer sans aucun souci, sans aucune poursuite. Et voilà où en est la France, de 2024. Alors, on a des préfets. Et c'est ça qui est grave, c'est que quand l'administration et quand des préfets aujourd'hui, partout des préfets prennent des arrêtés d'interdiction, et ça je ne sais pas ce que c'est que ce rôle des préfets. Les préfets deviennent les grands censeurs de la République, qui sont chargés de poursuivre toute parole pro-palestinienne. C'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Non, mais c'est la rencontre. C'est pas non plus un hasard qu'il y ait cette censure-là, parce qu'on voit aussi quand la parole antisioniste n'est pas censurée et qu'elle a de l'espace pour se déployer et pour convaincre des gens, ça peut donner, par exemple, ce qu'on voit en Angleterre, où il y avait entre 300 et 500 000 personnes chaque week-end pour manifester pour la Palestine, et où on voit que la position britannique est en train d'évoluer petit à petit. Je crois que Youssef, tout à l'heure, tu avais vu un communiqué, je ne sais pas si c'était officiel comme parole, mais voilà, quelque chose qui allait dans ce sens, parce que, effectivement, quand on a la possibilité de mobiliser des gens pour soutenir la résistance palestinienne, forcément, ça entraîne un rapport de force. Là, l'État français empêche le rapport de force. Bien sûr. Alors, ce qu'il y a de plus, je veux dire, si je peux dire le plus lamentable et honteux, c'est qu'en plus, eh bien, la résistance palestinienne ne baissera pas. Non seulement elle ne baissera pas, mais Palestine vivra, comme on le dit. Ça veut dire que on a un coup près. En tout cas, on a une horloge judiciaire qui avance. On a d'ici 3 semaines un nouveau rapport à la Cour de justice internationale concernant les mesures qu'Israël doit prendre, ne l'oublions pas, au titre du jugement l'autre jour, pour montrer sa bonne foi dans la non-réalisation du génocide. Et tout le monde sait très bien qu'il y a un compte à rebours de ce point de vue. Tout le monde sait très bien qu'en plus, Israël n'obtient rien du tout sur le terrain à Gaza, que la résistance tient, que la population souffre énormément, mais que cela ne fait pas plier les Palestiniens. Donc dans quelle situation va se retrouver la France demain, quand l'État d'Israël, qui est déjà convaincu de pratiques génocidaires, mais va être définitivement condamné, la France qui aura été aux côtés d'Israël tout le temps, mais c'est une honte totale.
je le dis, jamais j'ai vu ça dans ce pays. Nous avons connu les années Mitterrand où il y avait une répression de la parole palestinienne. C'était l'invasion du Liban, c'était tout cela, etc. Mais jamais je n'ai vu cela, jamais j'ai vu ce qu'il y a aujourd'hui. C'est absolument incroyable, incroyable. On va quand même parler de quelques bonnes nouvelles. Enfin, bonnes nouvelles. On a une Il y délégation. en a quand même. On a une délégation française de parlementaires français qui s'est rendue à Une Rafah. vingtaine de... Ils pardon. sont partis hier, il me semble, ou avant-hier. Avant-hier, ils étaient hier dimanche. Donc des députés de la France Insoumise, exclusivement, je crois. Hein. Il n'y a que la France Insoumise. Je crois que c'est que des députés insoumis. Bah, ouais, ouais. ceux- Ah bon? Ce que moi Oui. j'ai vu, c'est Il n'y avait des pas des d'autres insoumis. députés de... Je sais pas, moi j'ai vu Thomas Porte, Moi j'ai vu Ercilia Thomas Soudé Porte, j'ai vu notamment. Eric Coquerel, on a vu Qui Ercilia Soudé, notre camarade qui était là. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Ah oui, c'est possible. Et on n'a pas les noms, non? Non, De- moi, en tout cas, Enfin- les élus que j'ai vus, j'ai vu une vingtaine. Bon, en tout cas, il y aura un écolo apparemment. Il y en plus. aura un écolo, ok, d'accord, Ils c'est ont une bonne rencontré nouvelle. l'ambassadeur de Palestine en Égypte en l'occurrence. Il n'y a Tout à pas fait, du tout de tout à fait. PCF. Et ils se sont rendus. Alors moi, j'en ai pas vu. Je sais pas si vous en D'accord. avez vu vous dans les photos. J'ai pas l'impression d'avoir vu des élus PCF. Le fait est qu'ils se sont rendus à Rafah. Alors, ils sont rendus arrivés à jusqu'à Rafah? Ils sont arrivés à Rafah, où aujourd'hui le problème est que les convois humanitaires sont bloqués. Oui. Sont bloqués. Ah d'accord, ok, super. Bah, parce que j'ai vu que des photos de France Et Insoumise. on n'a pas, on sait pas le nom exactement. de quelqu'un du PCF alors. On n'a pas les noms. Bah, si vous pouvez donner les noms, ça serait Ouais. sympa. Parce que pour l'instant, on a vu que des élus. Moi, les élus que j'ai vus, c'est des élus Et surtout la France Insoumise, il y a Coquerel, il y a etc. Il y a Porte, Majoritairement. etc. qui s'intéressent au sujet depuis Ouais. toujours. Donc à Rafah, Alors donc, où ils ont pu constater que les convois humanitaires sont bloqués par des colons israéliens radicalisés qui empêchent littéralement physiquement les ouais. camions de rentrer à Ah Gaza avec l'aide humanitaire pour une population qui, on le rappelle, est menacée quand même d'une famine assez massive 4 mois après les débuts des bombardements et la destruction de la quasi-totalité des boulangeries, de tout le matériel qui servirait normalement à acheminer et à produire à manger. alors concrètement, techniquement, pour que les gens comprennent bien, Rafah, c'est donc à la frontière entre la Palestine et l'Égypte. C'est la Rafah, porte qui permet. voilà, c'est la Rafah est coupé en deux. Il frontière. faut savoir qu'il y a une partie de Rafah qui est du côté égyptien et une partie de Rafah qui est du côté palestinien. Alors ça veut donc dire que le gouvernement israélien laisse les colons arriver à Rafah. Donc ça veut dire que ce n'est pas simplement une opération de colons, c'est le gouvernement israélien Bien qui sûr. laisse faire cette opération. Comme on dit, il se fait pousser. Comment pourrait-on dire? Enfin, il justifie. Il a besoin des colons, et ça a toujours cette dialectique entre le gouvernement israélien et les colons. Elle est connue. Bien sûr. Les colons, eh bien, c'est l'avant-garde du gouvernement israélien partout. Donc, c'est-à-dire qu'il laisse les colons venir tout au sud, quand même, tout au sud, pour manifester, pour empêcher les camions de rentrer. Et de quel droit? Et ça, c'est pas une entreprise génocidaire d'empêcher les camions de vivre? Mais La rhétorique. moi, j'ai hâte que les 3 semaines se passent et qu'on se retrouve enfin encore à nouveau devant le tribunal. La rhétorique qui est employée par les gens, parce qu'il y a quelques Français dans le lot. Il y a une, Bah, bien sûr. il y a une avocate française. je Oui, crois, la qui- fameuse avocate, je ne sais plus son Ouais, nom, qui qui est partout, là, qui est... ouais. Ce qui nous est expliqué, c'est Madame qu'en fait, Génocide, ouais. il n'y a pas d'innocents à Gaza, en fait. Hein. Bah, bien Il sûr. n'y a que des ce qu'il terroristes dit. et des apprentis terroristes. Oui, ouais, ça dépend du point de vue. Mais du coup, effectivement, l'argument qui est employé, c'est que on ne fait pas parvenir des convois humanitaires à des terroristes. C'est incroyable. C'est ça l'enjeu. Et donc, le fait est qu'on a des élus, malgré tout, français, en dépit de la répression terrible qui s'abat. Hein, Sauve l'honneur de ce pays. Voilà, une vingtaine de députés qui se sont rendus sur place et qui prennent des photos et qui se sont affichés comme favorables au cessez-le-feu. Et ils ont dit aussi qu'ils venaient pour dire que les Palestiniens ne sont pas seuls, enfin qu'ils Bien venaient sûr. apporter un message de C'est symboliquement solidarité important. de ce pays. Et c'est bien qu'il y ait au moins une parole de dignité qui émane de ce pays quand même. Exactement. Ça, c'est la première Et- bonne nouvelle. Bonne nouvelle Vas-y. d'ailleurs qui est à mon avis aussi en conséquence de ce qui se passe à la Cour de justice internationale. Bien sûr. Parce que c'est d'autant plus possible politiquement, acceptable politiquement de faire ça à partir du moment où l'instance a dit que il y avait un risque génocidaire et que donc c'est logique d'envoyer des députés. Avant c'était déjà, voilà, la situation évolue mais c'est vraiment du petit à petit et c'est bout par bout quoi. Il y a pas de. Ce qui est certain, c'est que la légitimité de la parole sioniste, elle est quand même sérieusement entachée. Bah oui. Bon, enfin, à nos yeux, elle l'est depuis déjà un moment. Mais je veux dire, auprès du grand public, on va dire, et puis surtout auprès des gouvernants, ça devient quand même de plus en plus compliqué de tenir une position radicalement sioniste. Ça devient un peu difficile à assumer, on va dire. Et du coup, il y a une deuxième bonne nouvelle qui est d'une échelle moindre, mais ça concerne Judith Butler, dont on a parlé tout à l'heure, dont la première conférence au Cercle électrique avait fait l'objet d'une grosse polémique
Et elle avait surtout été annulée par la mairie de Paris. Elle devait se tenir au Cercle électrique le 6 décembre, je crois. Oui, Ouais. c'est Ça avait ça. été annulé pour les motifs qu'on connaît. Et elle a été reprogrammée, cette rencontre. Et elle aura finalement lieu, si je ne m'abuse, le 3 mars. Elle aura lieu le 3 mars à 15h. C'est le week-end. Et le lieu sera donné. Le temps lieu également. sera dévoilé parce que c'est encore en cours de négociation. Mais ce sera Paris ou la proche couronne. Et donc c'est une très bonne nouvelle. Les organisateurs sont les mêmes. J'ai la liste sous les yeux. AFA, Paris Banlieue, Révolution Permanente, Tzedek, l'UJFP. Évidemment, l'appel Guerre Permanente ou Paix Révolutionnaire. Évidemment, Parole d'Honneur qui fait aussi partie des co-organisateurs. Le fait est que tout le monde est encore là et la rencontre se tiendra. Cette fois-ci, sans avoir besoin de la validation de la maire de Paris. On espère. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et on vous invite à vous y rendre. Elle sera aussi rediffusée, enfin, elle sera diffusée en direct et elle sera accessible en ligne. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Oui, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Moi, je lis ce qu'on me dit. Hein. Là, pour le coup, j'ai rien inventé. J'ai rien inventé. Il est 19h44. On a déjà abondamment parlé de ce sujet. Alors, j'aimerais qu'on parle d'un sujet dont on n'a pas encore eu l'occasion de parler. C'est celui de l'actualité politique franco-française, pour le coup. Donc, on passe un peu du coq à l'âne, si j'ose dire, pour parler un peu des agriculteurs qui animent un petit peu notre quotidien ici en France, parce que ça vous a pas échappé, mais ça fait maintenant plusieurs jours, plusieurs semaines que le pays fait face à un véritable soulèvement de la population paysanne dans ce pays. Soulèvement plus que légitime au demeurant, compte tenu de leurs conditions d'existence depuis déjà un bon moment. Et c'est un soulèvement dont on aimerait que tu nous dises un peu plus de choses, enfin plutôt au niveau de son actualité, hein, parce qu'on a entendu beaucoup de choses. On a entendu que le gouvernement lâchait sur l'histoire des pesticides et que finalement la FNSEA a invité à cesser les blocages. Mais dans le même temps, on entend qu'il y a encore des blocages. J'entendais encore tout à l'heure à la radio à Lyon qu'il y a des blocages assez... Enfin, il y a des blocages assez féroces. Tu peux expliquer pour les pesticides un peu plus Alors, du coup, on va te laisser dire deux mots là-dessus, puis après on va en discuter. Le contexte, c'est que déjà, ça fait 2 semaines à peu près que les agriculteurs sont mobilisés. Notamment, c'est dû à une baisse de leurs revenus parce qu'il y a eu une augmentation du pétrole et du gaz avec la guerre en Ukraine et la guerre en Palestine. Donc ça, c'est un problème. Et il y a aussi la question de l'intégration à l'Ukraine qui fait que les prix des matières premières, parce que l'Ukraine, c'est un grand producteur de matières premières agricoles, sont en train de chuter en Europe. Et notamment, mercredi dernier, il y a eu une énorme manifestation parce que le mouvement n'est pas que français, c'est un mouvement européen. Vraiment, c'est dans tous les pays européens, la Pologne, l'Italie, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne. Donc, il y a eu un mouvement d'agriculteurs contre le sommet de l'Europe à Bruxelles qui parlait de la question de l'intégration de l'Ukraine au marché commun parce que l'Ukraine est contrainte de vendre ses matières agricoles à faible coût pour financer sa guerre, financement de la guerre qui bénéficie évidemment aux puissances impériales puisqu'elle leur vend des contrats d'armement. Donc ça, c'est un des premiers problèmes dans lesquels ils se trouvent les agriculteurs. Et du coup, la semaine dernière, le Premier ministre a annoncé comme quoi, main dans la main avec la FNSEA, qui est le premier syndicat agricole, Il y a un syndicat patronal. voilà, syndicat patronal. Ah, pardon. Voilà. Du coup, qui est un syndicat patronal, main dans la main, parce que la FNSEA jusque-là a couru après la mobilisation, parce que c'était une mobilisation qui avait surgi un peu de nulle part, et en fait, tous les syndicats agricoles se battaient. Comme quoi, ils avaient trouvé un accord. Et l'accord porte sur 2 points. C'est qu'il y aura une aide, visiblement, sur le prix du pétrole et du gasoil, notamment pour les agriculteurs. Et les 400 millions d'euros. Oui, attends. Et la deuxième aide, ce serait en fait la fin du plan Écophyto. Donc en fait, déjà, la première mesure, c'est on se fout un peu de la gueule des agriculteurs pour une chose, parce que c'est juste une avance sur les aides qui vont être versées dans les 5 prochaines années. Donc en fait, ils vont rien toucher de plus. Et la deuxième chose, le plan Écophyto, c'est que le plan Écophyto, c'était pas déjà un plan très restrictif, parce que le but, c'était de baisser la dose de pesticides à l'hectare. Mais pour faire quoi? C'est pour en fait faire en sorte que les entreprises agro-industrielles innovent en matière de pesticides et développent des pesticides beaucoup plus toxiques à faible dose. Donc en fait, c'était juste une façon de forcer les agriculteurs à acheter de nouveaux pesticides plus toxiques, mais on va dire avec de plus faibles doses. Donc ça, c'est les 2 mesures. Donc on voit très bien que
rien n'a été gagné pour les agriculteurs. La FNSEA a dit bonjour, c'est bon, c'est terminé. Pas mal de blocages ont suivi. Ceux qui ont tenu le plus longtemps, c'est ceux de la Conf paysanne, qui ont tenu jusqu'à ce week-end, qui sont les seuls. Alors la Conf paysanne, qui ont une vision comme Confédération paysanne, l'organisation de gauche voilà, historique de gauche, de qui a la aussi paysannerie. une tradition anti-impérialiste, et qui, eux, ont tenu les blocages. Ils se sont fait virer manu militari par les CRS ce week-end. Il y a quelques blocages qui tiennent à droite C'est à vraiment à gauche. la tête du client, la répression, hein, pour le coup. Oui, voilà, donc c'est eux qui se prennent la répression dans la tête. Et donc, en fait, on arrive à ce moment-là où en fait, les agriculteurs ils voient très bien que l'élargissement de l'Union européenne et donc de l'Empire, de la question de la guerre en Palestine, en Ukraine, en fait, les désavantages. Et du coup, il y a deux organisations syndicales qui ont des projets opposés pour elles. Et du coup, nous, on doit se positionner par rapport à celle-ci. Il y a la FNSEA qui est en mode bon, on continue comme avant, on fait de l'agro-business et en exploitant le Sud et puis en exploitant les agriculteurs ici. Et du coup, il y a la question de la Conf paysanne qui, eux, ont essayé de faire justement des jonctions avec des collectifs de la Palestine, etc., notamment sur des points de blocage en Île-de-France. Et la FNSEA, avec les jeunes agriculteurs, qui est un peu qui est très proche de la FNSEA, ont tout fait pour empêcher cette jonction. Donc, on voit très bien les contradictions qui sont en train de se poser. Et donc, en fait, là, les enjeux à l'heure actuelle qui va se poser très très rapidement, ça va être la question des élections européennes, parce que les politiques agricoles sont décidées au niveau européen, et du coup, c'est très bientôt, c'est dans 6 mois. Et puis, l'élection, dans ce qu'on connaît moins, nous, c'est les chambres d'agriculture. Alors, les chambres d'agriculture, c'est des organismes où, en fait, il y a des élections syndicales, et à partir du moment où on a accès à la chambre d'agriculture, en fait, c'est elles qui vont décider comment on gère la terre agricole, parce que la terre agricole en France a un statut particulier. C'est pas un bien comme les autres, on peut pas la vendre n'importe comment. Donc ça, c'est les enjeux. Et du coup, nous, la question, en tant qu'indigènes, c'est de s'allier évidemment avec la Conf paysanne qui semble actuellement la plus proche d'entre nous. Puisqu'il faut aussi vous rappeler que déjà dans les années 20, il y a 20 ans, avec José Bové qui était allé en Palestine, qui était alors dans la Confédération paysanne. Même avant ça, on va dire, la Conf paysanne et l'aide du Larzac, qui est une lutte anti-nucléaire, mais aussi qui défendait la question des Algériens qui étaient enfermés sur le plateau. Antimilitariste aussi. Antimilitariste. Donc, nous, actuellement, on a un intérêt à se positionner avec la Conf paysanne. Pour l'instant, il y a un travail à faire. Voilà. Oui, bah écoute, merci pour cette petite présentation. La population paysanne, elle fait assez rarement l'objet de l'attention des gouvernants, mais c'est quand même important d'avoir en tête que c'est une population qui est en voie de disparition. Quand on regarde les chiffres, typiquement, dans un pays comme la France, il y a encore 35 ans, on comptait à peu près 1,7, 1,8 million de paysans. On est péniblement à 400 000 aujourd'hui. À peu près. 000. Et 800 000 avec la population qui travaille dans le milieu agricole. Exactement. Et du coup, en fait, ce que Alexis Morgan et Aurélie Trouvé, qui est une députée à la France Insoumise, mais qui est aussi une ingénieure agronome, ils ont écrit là-dessus, et notamment, ils montrent comme quoi il y a une précarisation du milieu agricole, où en fait, il y a juste les exploitants, ils sont de plus en plus gros, et là, actuellement, en fait, ce qu'on passe, c'est un déclassement des agriculteurs, où ceux qui avaient un peu une exploitation sont obligés de plus en plus à travailler sur les exploitations des autres, et en fait, se salarisent et perdent leur exploitation. Tout à fait. En fait, du coup, c'est ça qui est en train de se passer. Et ils rejoignent des logiques de l'agro-business qu'on peut voir dans le Sud, où il y a des grands propriétaires terriens qui possèdent des états entiers de terre et qui emploient des agriculteurs sans terre. Qui emploient effectivement en plus de moins en moins de monde, parce qu'avec la mécanisation massive, il n'y a pas besoin de beaucoup de salariés en fait. Alors oui et non, parce qu'en fait c'est un travail qui est déguisé, parce que du coup l'agro-industrie a reposé énormément sur le modèle extractiviste, et du coup la question c'est dans les mines de phosphate, que ça soit dans les usines de l'agroalimentaire, etc., c'est aussi beaucoup de monde. C'est juste qu'en fait les producteurs ne bénéficient plus, en fait, sont dépossédés de leur production et deviennent des salariés au bénéfice de gros agro-industriels. Donc en fait, il n'y a pas moins de personnes qui travaillent dans l'agro-industrie, c'est juste qu'elles sont de plus en plus précaires et ne possèdent plus leur outil de production. Oui, tout à fait. L'ont peut-être possédé un jour. Ça date pas d'aujourd'hui en plus, cette intégration à l'agro-industrie. Hein. Alors oui, ça date pas, mais en fait, il y avait quand même... alors pour le coup, si on parle de la France, c'est qu'il y avait un modèle un peu d'exploitation familiale. C'est ça, et ce modèle d'exploitation familiale qui disparaît complètement. Voilà, qui est en train de disparaître totalement, et notamment la FNSEA bloque la question de la reprise de la terre, notamment de la reprise d'exploitation par de jeunes agriculteurs qui veulent s'installer, et aussi par d'agriculteurs migrants, réfugiés, ça il faut aussi en parler,
Il y a beaucoup de personnes sans papier qui travaillent dans le sud de la France qui n'ont pas de statut, Ouais. qui sont exploitées par des entreprises de travailleurs détachés espagnols. Bon, il y a tout un montage. En fait, l'Espagne donne des visas de 2 mois pour des travailleurs agricoles, notamment des femmes qui vont travailler dans les serres, mais aussi qui vont travailler dans les champs de lavande dans le sud de la France. Et Ramasser les fraises, ouais. exactement, ramasseuse de fraises. Et bizarrement, pile au moment où elles doivent payer ces travailleurs agricoles, ces entreprises disparaissent, font faillite. Et du coup, en fait, on se trouve avec des personnes qui ont des visas courts, qui n'ont pas de paye. Donc, il y a tout un système d'exploitation. Et ça, pour le coup, il faut bien comprendre que ce sont des ouvriers agricoles. Et là, on a vu une mobilisation d'exploitants agricoles. Donc, nous, on n'a pas forcément exactement les mêmes intérêts que la question de qui on soutient exactement. Voilà. Donc, Et important de préciser effectivement, parce qu'on en parle là, entre nous, c'est le point commun qu'il va y avoir entre des mobilisations comme celle de la Confédération paysanne et celle de la Palestine, par exemple, c'est un certain rapport à la terre, en fait. Bien sûr. C'est ça qui est en commun entre les deux. C'est l'attachement à une terre que Et- pour certains agriculteurs... c'est la lutte pour la terre. En Bah fait. oui, c'est ça. La question coloniale, la question, oui, voilà, la question coloniale, c'est la question de la capacité de pouvoir vivre dignement. Et Fanon Ouais. avait une très belle phrase par rapport à ça, c'est que les Algériens ont une dignité, et la question de la dignité pour les Algériens, c'est pas n'importe quelle dignité, c'est la dignité du pain et celle de la terre. Donc c'est la dignité de l'autosuffisance, de pouvoir exister par soi-même. Et donc les Palestiniens luttent pour leur terre. D'ailleurs, Israël fait une guerre à l'environnement et à la terre, notamment tous les champs, toutes les récoltes ont été rasées en Palestine. Ouais. Et Les donc, racines, les oliviers notamment. voilà, Ils empoisonnent les puits. ils empoisonnent les puits. Donc il y a toute une guerre qui est faite à la terre. Et d'ailleurs, l'industrie, l'agro-industrie est très liée au milieu militaire. Voilà, genre le développement, par exemple, du phosphore blanc qui est balancé actuellement sur les Palestiniens, c'est très lié à l'industrie des engrais. Donc à partir de là, nous, et je pense que la Confédération paysanne, ça fait longtemps qu'elle l'a compris, nous aussi on l'a compris depuis longtemps, faire en sorte que les agriculteurs vivent dignement, ça veut dire les sortir du contrat racial que leur paie la FNSEA, c'est en mode continuez comme avant, on va vous donner un peu plus d'argent, bon, vous serez plus exploités comme salariés, etc. Mais au moins, ça se passera bien. Alors, nous, on leur dit, bah non, il faut rentrer en révolte face à ce système-là. Et donc, il faut accepter peut-être de faire un pari, pas forcément évident pour eux, avec les Palestiniens, avec les travailleurs agricoles. Mais après, la question, les Alors, conditions avec de ce pari. Alors au-delà avec les travailleurs du Sud, parce que j'ai vu Bah que oui, certains s'en prenaient à des productions qui venaient du Maroc ou d'ailleurs, etc. Et en fait, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on divise les producteurs, on divise, et puis on les dresse les uns contre les autres. Et je crois qu'il y avait une déclaration justement qui avait été faite en disant le problème n'est pas là. Le problème, c'est l'agro-industrie. Le problème, c'est qui établit les prix. Le problème, c'est, comme tu l'as dit, le rapport à la terre. Et j'aimerais juste rappeler que justement, avec la Confédération paysanne au début des années 2000, quand nous avons fait les premières missions civiles, avec José Bové, justement, il y avait aussi un certain nombre de représentants de Via Campesina, des gens de Via Campesina qui n'étaient pas uniquement de France, parce que la Confédération paysanne fait partie de Via Campesina, qui est une sorte de consortium syndical mondial. Et dedans, il y avait des gens qui venaient du Pays Basque, il y avait des gens qui venaient du Pays Basque Sud, il y avait des gens qui venaient d'ailleurs. Et oui, c'était cette question du rapport à la terre qui avait été posée. À l'occasion, il y avait même des oliviers de Palestine qui avaient été amenés en France. C'est aussi un rapport à l'État. Alors, c'est un rapport à l'État, central. c'est un rapport à la terre, et surtout la gestion de la terre par des États qui sont par définition des monstres froids, intéressés uniquement au profit capitaliste, et qui dépossèdent les populations de ce qui est finalement le fondement de toute vie, la terre. C'est de toute évidence, de toute façon, c'est la terre qui produit ce qu'on mange. Voilà, quelles que soient les circonvolutions, au final, c'est bien de la terre dont on dépend. oui. Et d'ailleurs, pour rebondir sur cette question-là de la dépendance à la terre, c'est par exemple la question des tomates qui avaient été jetées, qui est en provenance du Maroc. C'est ça. C'est nous aussi, on doit se le poser la question du Sud, c'est comment ça se fait que... Parce que les tomates, c'est de l'eau en fait aussi. C'est pourquoi il y Bien a sûr. autant d'eau qui est exportée d'un pays qui actuellement souffre d'eau. Alors, Il y a- non, c'est pas par hasard que tu le dis, parce qu'actuellement au Maroc, on a des restrictions sévères sur l'accès à l'eau. Les hammams sont bien fermés, les gens ont Voilà. ont Et- pas la possibilité d'avoir de l'eau toute la journée, etc. Et pendant ce temps, on envoie des tomates. Des tomates, etc. ouais, parce que ouais. ça En bénéficie à la bourgeoisie marocaine. Mais il y a un autre truc aussi comprendre, c'est que du coup, là, le gouvernement marocain a un grand projet de désalinisation d'eau de mer, on en est là. Et
bon, on soupçonne un peu que la Ouais, question, c'est que ces technologies aussi, elle est importée Bah, d'Israël. ouais, c'est ça. Alors, Et donc, voilà, donc ça, c'est vraiment aussi d'essayer de comprendre toute cette question. lié, bien sûr, oui. Tout est lié, en fait. et au-delà de cela, c'est l'imposition de normes agricoles aux pays du Sud. C'est qu'actuellement, l'agro-industrie est telle, et l'impérium de l'agro-industrie est telle, qu'elle impose même ses méthodes aux pays du Sud s'ils veulent rester compétitifs. Bien sûr. Alors donc des pays Ces comme le engrais. Maroc ou comme l'Algérie et autres qui pouvaient produire des produits de qualité, hein, et ben maintenant, pour pouvoir être compétitifs, Bien sûr. sont obligés eux aussi d'avoir un certain nombre d'intrants dans l'agriculture et puis Mais toute l'Afrique- de pesticides, de choses Exactement. de- Bien sûr. voilà. Juste pour dire vraiment toute l'Afrique dans les années 80, en fait, c'est qu'on a exporté massivement, enfin à partir des années 70 avec les modèles de développement agricole, on a exporté un modèle mécanisé avec des agriculteurs où en fait on défonçait les, etc. On défonçait. Avec la monoculture. La de monoculture, fin de la culture not- ouvrière. Ah oui. Alors notamment en Afrique, ça a été vraiment Et la intensifié. spécialisation aussi des, Oui, des bien sûr. cultures. La spécialisation, mais ça Dans le cadre de ça la date de, division internationale du travail. je oui, mais dis ça, en ça plus. date de l'époque coloniale, mais vraiment dans les années 80, Ah il y bah, a- maintenant aussi, je il y, a- crois. il y a- il y a vraiment une accélération de ce truc-là et qui fait que quand même les famines des années 80-90 en Afrique, alors c'est dû aussi au conflit, mais c'est aussi dû aux politiques de la FAO. Donc la FAO, c'est l'organe Nations Unies qui gère l'agriculture, politique coloniale, parce que la FAO, c'est un lieu de recyclage des agronomes coloniaux et qui a créé tout un tas de famines dans les années 80-90. Avec le Donc soutien il y a une responsabilité des puissances impériales parce qu'elles vendent de la mécanisation, mais aussi elles vendent des famines, parce Bien que sûr. des fois, et Alors, de il l'endettement. Il de faut l'endettement. lire, quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à cette question. Bon, il y a Samir Amin. Bien parce que sûr, c'est un Samir Amin qui est spécialiste. connu pour Mais ça. sinon, il y a Jean Ziegler aussi. Bien sûr. Il y a Jean Ziegler, le Suisse Jean Ziegler, qui est tout Voilà. le temps qui est toujours aussi pertinent. Celui-là. Et ça avait commencé avec son bouquin la Suisse lave plus blanc, hein, et au tout début. Et puis Nestlé aussi, surtout le bouquin qu'il a fait connaître, Nestlé multinationale de la faim. où Nestlé il qui en expliquait plus aujourd'hui est dans l'actualité Voilà. du scandale qu'on connaît. C'est-à-dire qu'en fait, Nestlé exploite un certain nombre de sources Oui. en France, donc Bah oui, Épar, Contrex, exactement. Vitel. Et qui s'avère effectivement complètement comment tordre la réglementation, puisque je crois qu'il Exactement, parce qu'en ne fait, respecte c'est pas, il ne respecte pas les règles. Bah, l'eau de source qui est vendue, donc, Ouais. qui est vendue au prix fort par rapport à l'eau du robinet, est censée être pure, donc Ouais. ne pas être traitée. Et en fait, elle l'est. Et en fait, elle l'est parce que effectivement, les sols sont pollués. Donc Oui. du coup, on retrouve dans cette eau des bactéries, de la matière fécale, parce qu'en Ouais, fait, ouais. la généralisation de la pollution des sols. Et en fait, ce qui est assez flippant et ce qui est assez grave, c'est qu'ils arrivent à faire du profit sur la pollution des sols. Par exemple, actuellement, ce qui se passe en Martinique avec la question. Comment ça s'appelle ? Le chlordécone. Ah oui, Voilà. le chlordécone, oui. Le chlordécone, c'est qu'en fait, les gens sont quasiment dépendants de l'eau minérale. Eau minérale Exactement. qui est aussi moins bonne, ça, faut le savoir. C'est que, mais par exemple, en Île-de-France, là, on a une catastrophe sanitaire. On parle très, très peu. C'est la pollution de l'eau. L'eau est quasiment imbuvable. Ouais. Donc, Tu parles de l'eau de l'eau de robinet, l'eau Réseau du robinet, public, d'accord, etc. ouais. Ouais. Donc en fait, c'est qu'on a tout un système où en fait on vend la pollution, on pollue, puis après on vend la solution à la pollution. Donc C'est ça. Ah oui. c'est- Et puis pour le coup, là, c'est cette histoire de pesticides qui empoisonnent les sols ici. Il ne faut pas oublier que les pesticides sont fabriqués à partir de matières premières, notamment le phosphate, et que le phosphate, c'est un enjeu énorme au Maroc, en l'occurrence, parce que le Sahara occidental est, je crois, la principale réserve de phosphate. Pas au tout Maroc. à fait, mais Voilà, il y a 3 grosses mines et c'est une des grosses mines, notamment à Boukra. Et donc ça, c'est un des enjeux actuellement, on va dire, de la question du conflit ou ce qu'on peut appeler la colonisation aussi au Sahara occidental. Donc en fait, ça c'est soutenu, enfin bon, ça c'est une vieille histoire, mais grosso modo, il y a toute la question Alors, de l'alliance avec l'Espagne, Alors, l'Algérie, mais il il y a faudrait une- une émission spéciale sur le Sahara, je pense, un jour. il y a une chose pour reprendre ce que tu disais sur la pollution la pollution généralisée des sols, de l'eau, etc. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est une réflexion que je m'étais faite depuis longtemps, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de produits bio, c'est simplement, c'est pas de meilleure qualité, c'est simplement être moins empoisonné. C'est ça qui est grave, c'est qu'actuellement, toute la filière du bio qui est une arnaque, en vérité, hein, c'est pas prendre des meilleurs produits, c'est simplement des produits qui sont un petit peu moins empoisonnés, qui sont censés être un peu moins empoisonnés que les autres. C'est-à-dire qu'on doit payer plus cher pour ne pas être empoisonné. C'est absolument hallucinant. c'est la rhétorique, tu la c'est la connais rhétorique de l'embouteille. Simplement, Oui. le problème, c'est que du coup, on se rend compte avec ce scandale de Nestlé que les protocoles de purification de l'eau, de son nettoyage par Nestlé sont les mêmes que ceux qui sont utilisés pour l'eau du robinet. Le charbon actif, les C'est ça. UV,
Donc l'eau du robinet qui est quasi gratuite, si tu veux. Là où l'eau qui est vendue en bouteille est quand même payée rubis sur l'ongle par les consommateurs. Donc là, il y a une espèce d'escroquerie doublée d'un scandale sanitaire de fait qui devrait nous interpeller. D'ailleurs, le procureur de la République a été saisi par des élus de la France Insoumise parce qu'en fait, il faut savoir aussi que le gouvernement avait été mis au courant par Nestlé de ces pratiques et que plutôt que de s'en aller dans un combat judiciaire, il a préféré commander un rapport administratif. C'est la question de la privatisation de la nature, de Bien sûr. l'abus des ressources, etc. Mais il y a Andreas Malm qui a écrit un truc super intéressant sur la question du fascisme, et notamment ce qu'il appelle le carbofascisme. Donc en fait, c'est vraiment l'idée qu'il y a une guerre, en fait, c'est la guerre d'accessibilité à la question du droit de polluer. Donc, c'est un droit impérial, et notamment c'est le droit à un pétrole pas cher et bon marché. C'est pour ça que je disais que la révolte des agriculteurs, elle est ambiguë. On est à la fois sur une revendication peut-être de dignité au sens large de pouvoir vivre de son exploitation, mais aussi une question d'avoir un droit à polluer, ce qui n'est pas le cas de tous les agriculteurs, mais du coup il y a des contradictions internes. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est un peu le... Et du coup cette question-là du droit à polluer se fait beaucoup aussi sur la question du contrôle du Moyen-Orient, puisque c'est un des grands producteurs de pétrole. Donc il faudra vraiment comprendre, je pense que ça c'est à comprendre, c'est que la lutte pour la Palestine, bon, je n'aime pas dire que c'est une lutte écologiste, c'est une lutte anti-impérialiste, mais de fait, elle va bénéficier, on va dire, à l'environnement de tous. Oui. Voilà. Juste un dernier mot par rapport aux agriculteurs, parce qu'il est déjà 20h04. La gestion par le gouvernement et par le ministre de l'Intérieur du soulèvement. Soulèvement qui se caractérise par du vandalisme, l'attaque de bâtiments publics, etc., mais qui fait l'objet d'une étonnante tolérance de la part de Darmanin, qui l'assume à la télé l'autre jour. Oui, mais visiblement, le gouvernement préfère la FNSEA au soulèvement de la Terre. Grande surprise. Mais non, c'est vrai que pour le coup, il y a eu des bâtiments publics qui ont été dégradés, qui ont été incendiés, je crois. Et la réponse du ministre de l'Intérieur, c'était non, mais tant que c'est pas les forces de l'ordre, ça va. Tant que on n'attaque pas les gens, alors qu'il y a 6 mois, il disait attaquer les biens et les personnes, c'est la même chose. Ah bon? C'est la même chose. Terrorisme, bientôt. Ouais, non, mais voilà. Alors que par contre, pour aller protester contre les méga-bassines, là, il y a 3000 grenades en 2 heures qui sont sorties. Voilà. Après, on peut quand même saluer avec affection le fait qu'ils balancent du fumier sur un commissariat de police. Voilà. Le fumier, on mange pas notre plaisir, quoi. Le fumier, c'est pas le feu d'une part, mais voilà, mais c'est simplement le deux poids deux mesures qui est tellement hallucinant, c'est tellement gros, quoi. C'est incroyable. Je comprends pas le culot. Alors, juste, j'aurais à revenir, parce qu'il y a quelqu'un qui voulait parler du lien entre agriculteurs et Palestine. Je voudrais dire, si, le lien est très très important. Sur le terrain, lorsqu'on est en Palestine, que ce soit aussi bien en Cisjordanie, Gaza évidemment, c'est que l'agriculture traditionnelle palestinienne, enfin l'agriculture palestinienne est encore une agriculture qui est encore un peu traditionnelle et où il y a peu d'intrants, etc., de tout cela. Nécessite peu d'eau. Et qui nécessite beaucoup moins d'eau. Israël prétend avoir innové en matière d'agriculture, vous savez, avec le fameux goutte à goutte, machin, etc. C'est absolument faux. Et d'ailleurs, à telle enseigne que les produits palestiniens, les produits que les Palestiniens produisent avec des méthodes plus traditionnelles, sont beaucoup plus compétitifs, et c'est la raison pour laquelle Israël interdit les ventes de produits palestiniens sur les marchés. Vous savez que les Palestiniens ne peuvent pas vendre leurs produits sur tous les marchés, parce que sinon ils feraient concurrence aux produits dont Israël abreuve tous les marchés de la région. Et donc on limite au maximum, par exemple on bloque les camions de produits palestiniens dans l'espoir que ça va pourrir, etc. Il y a 1000 méthodes qui sont utilisées parce qu'effectivement l'agriculture palestinienne, qui est beaucoup plus traditionnelle, d'abord en qualité, elle est beaucoup plus intéressante en qualité, et même en quantité. Alors c'est ça qui est absolument sidérant, alors qu'Israël se prétend comme étant le fleuron de l'agriculture, qu'elle prétend même exporter ses méthodes agricoles justement au Maroc. C'était un des arguments qui était donné, mais c'est absolument faux, il n'y a absolument aucune innovation, et les agricultures traditionnelles ont des performances beaucoup plus intéressantes. Alors en fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. C'est parce qu'en fait, il y a un problème de l'agriculture israélienne, c'est qu'elle nécessite énormément d'eau et que l'agriculture, on va dire,
usurière, coutumière en Palestine, c'est que c'est une agriculture qui est adaptée au climat. Bien Donc sûr. en fait, les Palestiniens, les colons, c'est juste des colons européens et du coup, ils essayent de transformer la Palestine et aussi de remplacer, hein, parce que vraiment la question de la conquête du sol, c'est aussi remplacé par les cultures. La colonisation, c'est aussi une colonisation de l'environnement. Et du coup, ils utilisent des techniques, on va dire, européennes et qui sont adaptées à d'autres types de climats et qui ne fonctionnent pas du tout. Mais ça, c'est pas nouveau, hein. Cette question-là, c'est à se poser déjà en Algérie. Et Oui, l'idée, oui, oui. l'idée aussi, c'est de dire que, regardez, ces Palestiniens, regardez, Faudrait c'est un désert. Attendez, c'est un désert, la Palestine, nous arrivons et regardez, après nous, il est vert. Alors déjà, ça, c'est faux. Oui, le mythe. Mais c'est un mythe colonial, et notamment il y a une historienne qui s'appelle Dania Kay Davis qui a écrit les mythes environnementaux au Maghreb, et c'est exactement ce qui se passe actuellement en Palestine occupée. Oui, mais Ah oui, et désolé Ouais, de ouais. rajouter, c'est que l'agriculture moderne aussi, elle est beaucoup moins performante pour une autre raison, c'est qu'on utilise énormément d'énergie alors de pétrole, etc. c'est ça. Enfin, on investit plus de calories énergétiques qu'on en retire de l'alimentation, alors que normalement une bonne agriculture, c'est on met peu de travail dedans et on récolte beaucoup de choses à manger, quoi. Et là, on marche un peu sur la tête. Non, je voulais dire qu'on devrait consacrer une émission prochaine beaucoup plus complète à cela, à ces questions qui sont vraiment très très intéressantes et auxquelles on ne s'intéresse pas assez. Et voilà, ce serait vraiment, à mon avis, une bonne idée de prochaine émission. C'est une très bonne idée. Merci, Bah, Youssef. merci. On va s'arrêter là, les amis, parce qu'il est déjà 20h08 et qu'on a une émission qui arrive, Ouais, je qui crois qu'il y a semble beaucoup être de gens qui attendue attendent de la pied ferme par pause pas mal de musicale. monde qui est connecté. Donc, merci à vous d'avoir été parmi nous. Merci les camarades, Youssef, Adel, Ahmed. Merci beaucoup. Merci Ahmed pour le laïus agricole. Et on aura l'occasion d'en reparler, je pense, parce que c'est quand même un sujet qui est de fait et central, vu que on parle de ce qu'on mange et de ce qu'on boit. Donc c'est quand même assez essentiel. Merci beaucoup et puis on se retrouve dans quelques minutes. Donc restez parmi nous. Une page de pub.